l'exemple suédois. Et en ce qui concerne les données des données administratives pour des objectifs statistiques, mais également votre expérience en matière d'assurance qualité. Je voudrais vous remercier de votre participation. Vous, l'audience, nous avons le service d'interprétation disponible en français et en espagnol. Vous pouvez y accéder en cliquant tout en bas à droite de votre écran. Il y a un icône affichant interprétation. Vous pouvez donc choisir la langue de votre choix pour suivre notre webinaire d'aujourd'hui. Et je vais attendre quelques minutes de plus de façon à ce que tout le monde puisse rejoindre le webinaire et ensuite nous allons poursuivre notre réunion. Merci. Désolée de vous interrompre, Isabella. Mon collègue est, à- est au Kenya. Il a des soucis car il doit être un panéliste, un intervenant. Alors, l'organisateur de cette réunion doit le laisser entrer ou le promouvoir. Oui, Steve, Patrick, oui, Patrick, justement. Alors, vous pouvez voir la liste des participants. Vous pouvez promouvoir Patrick en tant que panéliste, s'il vous plaît. Merci. Fort apprécié, merci. Parfait. Alors, 5 minutes pour notre session d'aujourd'hui. Alors, un grand merci de votre participation. Nous allons donc commencer avec notre intervention. Merci. Et oui, je m'appelle Ulf Donnel. Je suis chargée de stratégie des données et nous sommes ravis d'être invités à cette réunion. Et je veux parler un peu doucement de façon à ce que vous puissiez avoir euh, l'interprétation vers les autres langues. Alors, je commence avec le partage de ma présentation. Je pense que vous avez déjà vu cette diapositive. Oui, oui, nous pouvons voir, oui, nous pouvons voir votre diapositive, il n'y a pas de souci. Alors, il faut juste lancer le diaporama et c'est tout. Oui, parfait, merci. Merci. Alors, comme vous l'avez dit, Isabella, alors nous avions commencé à parler de notre système de registre. Mon collègue Patrick va donner plus de précisions quant à l'architecture de notre système. Et finalement, mon collègue Anton, à côté de moi, va donner des précisions quant à la qualité et notre service d'assurance qualité que nous utilisons pour notre système, notamment pour les recensement. Alors, nous allons commencer avec l'expérience de l'utilisation de ces données. Alors, bien sûr, nous avons plusieurs avantages associés à l'utilisation de ce type de données. Nous les avons utilisés depuis les années 70. Nous avons plus de 50 ans d'expérience d'utilisation de ces données. Et nous avons également des données et associées à ces défis d'utilisation, car bien sûr, nous avons les registres qui exploitent les données. Il faut avoir une bonne et étroite coopération avec les fournisseurs de données. C'est essentiel pour l'exploitation des données. Et un petit mot sur ces points, sur la diapositive. Alors, pourquoi nous n'utilisons pas les données telles qu'on devrait, car nous avons une expérience où nous essayons d'avoir et des données sur plusieurs domaines. Lorsque nous associons les sources et les,
Et pour créer de nouvelles objectifs, nous pouvons avoir de nouvelles variables. Et l'autre expérience que nous pouvons avoir pour ce système, c'est la flexibilité. Alors, si vous avez un registre ou des données administratives que vous allez utiliser pour la création de des statistiques, notamment, c'est un objectif. Et à nouveau, c'est un nouveau domaine que vous allez investiguer. Et vous avez donc plusieurs possibilités. Et troisième, il est important que le système bénéficie de bonnes articulations, en quelque sorte, pour que l'articulation se parle. Désolé, mais la présentation ne bouge pas, désolé. Il faut faire le mode diaporama. Ah, désolé. Oui, car oui, j'utilise Zoom d'habitude. Oui, sur votre PowerPoint tout en haut. Lorsque vous voyez votre PowerPoint, vous pouvez voir qu'il y a une petite flèche. Vous pouvez l'utiliser pour agrandir la présentation. Oui, j'essayais de le faire, mais cela n'a pas marché. Je ne sais pas si j'ai le bon document. Euh, oui, c'est en audio apparemment. Est-ce que c'est mieux maintenant? Oui, oui, vous pouvez continuer comme ça. Oui, oui, merci. Merci. Alors, je vais donc continuer avec l'articulation. Et bien sûr, les métadonnées sont essentielles pour le système. C'est un peu un système d'assurance de qualité pour réduire les erreurs. Nous pouvons savoir les bonnes définitions des informations quant aux changements apportés. Nous pouvons donc avoir une connaissance qui pourra être comparée avec les niveaux de données que vous disposez. Et cela augmente également l'efficacité dans ces systèmes de production si vous utilisez les métadonnées actives. Et il ne faut pas oublier la protection des données, l'intégrité des données, bien sûr. Et sur cette diapositive, nous allons étayer le contenu du registre. Nous avons les registres de base. Je vais les développer pendant ma présentation. Nous avons des types d'objectifs très importants avec des, des ensembles pour les objectifs. Ensuite, nous avons l'articulation des données avec des variables harmonisées. Et ensuite, nous avons l'articulation entre les différents registres existants, mais également les registres entre les statistiques en externe et dans le système entier. Nous avons également les variables harmonisées. Nous pouvons avoir l'éducation, et profession, genre, ce sont des variables que nous pouvons utiliser pour la ventilation. Nous avons également les méthodes statistiques pour l'assurance de qualité. Mon collègue va les développer par la suite. Ensuite, les métadonnées est essentiel pour l'opération de notre système, mais également nous avons les outils informatiques qui vont nous aider à protéger l'intégrité de nos données. Et voilà notre système. Nous avons le système complet des registres qui se base sur ces trois registres de base qui apparaissent sur la diapositive. Première avant tout, nous avons le registre de la population qui intègre bien sûr le numéro d'identification personnelle, le PIN. Ensuite, nous avons le registre économique corporatif avec des informations très précieuses, à savoir le numéro d'identification corporatif ou BIN. Finalement, nous avons les registres immobiliers, à savoir des adresses. Et c'est un mode d'identification très important. Nous pouvons donc articuler ces trois recherches
par le biais d'un identifiant, mais vous pouvez également articuler chaque registre avec votre propre système, votre système en interne. Par exemple, pour le registre des populations totales, vous pouvez articuler l'ensemble des registres en vert avec des informations sur le marché du travail, de la population, informations financières par les foyers. Voilà une vision holistique du système que nous utilisons aujourd'hui en Suède. Et ici, nous avons les registres de base qui, qui est au cœur. Nous avons les informations individuelles intégrées dans les registres de la population et ensuite nous avons l'ensemble de la population euh, avec articulé, et ce registre est articulé avec les autres registres. Il est donc important de définir notre population par le biais de plus de types différents. Et nous avons, par exemple, les types d'objectifs, le foyer, les informations personnalisées. Et ces registres sont mis à jour en continu. Aujourd'hui, nous avons trois bases de données pour nos registres qui sont mises à jour quotidiennement. Nous avons des notifications lorsqu'il y a des mises à jour apportées à ces trois registres. Nous avons également l'historique avec les données historiques de façon à ce qu'on puisse avoir une évaluation longitudinale pour suivre la courbe au fil des années en fonction de votre objectif d'évaluation et des statistiques. C'est également indépendant d'autres registres. Vous pouvez suivre, par exemple, pour les statistiques sociales. Ici, nous allons nous centrer plus sur les données des populations et des individus. Et comme je le dis tout à l'heure, nous avons l'articulation avec les registres des bases de données et des bases. Et nous avons également l'ensemble des variables y intégrées, à savoir des, des dates avec la date et les données sur la date sont essentielles pour ces registres. Et bien sûr, un peu plus de précision quant aux caractéristiques de ces trois registres de base. Ils sont importants pour le système, bien sûr, et ils sont également importants. Il est également très important qu'ils soient de haute qualité. Ils doivent couvrir la population cible dans la mesure du possible et ils doivent également apporter une contribution importante à la qualité de tout le système des statistiques. Et bien sûr, ils sont utilisés pour mesurer ou couvrir les autres registres en fonction du service proposé. Il y a également la couverture pour chaque base de registres. Aujourd'hui, elle est établie à 99% ou très près de 100%. Je vais vous donner un exemple des registres de la population en général. Par exemple, nous avons une surcouverture et ces informations sont articulées à la portion de migration en Suède pour, depuis il y a plusieurs années. Et nous avons donc essayé de rapatrier les informations, mais l'institution fiscale n'a pas été prévenue de ces déménagements en quelque sorte. Et ce n'est pas quelque chose que nous faisons aujourd'hui. Et il y a quelques années, nous avons fait des estimations avec une population de 10 millions. Donc, le comparatif n'est pas très exhaustif. Je vais vous donner quelques exemples que nous voyons dans notre registre, notamment les exemples utilisés pendant l'année écoulée, les personnes qui ont déménagé du registre, qui sont sorties du registre ou qui ont été intégrées dans les registres, par exemple des étudiants qui ne sont en cours que pendant un semestre ou des travailleurs en intérim qui ne sont pas couverts à 100% dans le système. Je parle également des migrants sans papier
Et nous n'avons pas des chiffres concrets quant à ces populations ou des données au moins à 100% fiables. Et en fonction de la population ciblée, il est très important d'utiliser notre cadre d'échantillonnage et il est important également d'intégrer une liste exhaustive de tous les objectifs, à savoir, cela veut dire tous les objectifs de votre étude des données. Vous pouvez également vous servir des statistiques démographiques pour les études longitudinales que vous allez pouvoir utiliser de façon plus vaste pour la création des statistiques. Nous travaillons également avec ce qu'on appelle la population standardisée, harmonisée, et des cadres harmonisés. Je vais vous donner quelques exemples, notamment pour les registres corporatifs et des populations. Voilà le registre qui bénéficie d'un cadre harmonisé, quatre cadres harmonisés, et nous avons la version pour la version du mois de novembre, qui est la plus pertinente, où nous avons un échantillonnage des statistiques corporatives. Mais bien sûr, il y a d'autres activités qui sont faites au cours de l'année. Nous avons plusieurs sociétés qui sont créées et pendant une année. Et et à cet égard, nous devons avoir un échantillonnage supplémentaire, mais ce qui est important est notre version effectuée le mois de mai pour les statistiques corporatives. Vous pouvez voir sur la diapositive la distribution qui s'est fait annualiser avec le mois d'août également qui joue un rôle important en fonction des objectifs. Ensuite, nous avançons vers le registre des populations avec le cadre. Nous avons également le système des statistiques sociales. Nous, nous utilisons la version du mois de décembre pour les statistiques sociales. Alors, c'est un exemple des cadres harmonisés, homologués que nous avons pour la haute qualité des données et pendant l'année. Et je voulais dire un mot quant à l'identifiant que nous utilisons. Nous utilisons un code PIN ou un numéro d'identification registre. Et nous avons utilisé ceci depuis il y a presque 18 ans. Et, et pour cet exemple, cette personne est née le 23 août 1964 et cette personne bénéficie d'un code d'identification personnelle, PIN 64, avec les deux premiers chiffres. Ensuite, nous avons le mois 08 et ensuite le jour de naissance 23. Et ensuite, nous pouvons savoir des personnes nous avons davantage de personnes qui naissent de nos jours. Voilà pourquoi les derniers chiffres sont très attachés au numéro d'identification personnelle. Nous pouvons également intégrer des informations sur le genre, si vous êtes une femme, si vous êtes un homme, et si vous êtes un numéro impair, vous êtes un homme et un nombre pair, un chiffre pair, c'est les genres féminins. Donc, il faut faire un peu de calcul mathématique. Et ensuite, nous avons un chiffre unique avec l'ensemble des variables qui peuvent être établies en fonction de la caractéristique de la personne. Alors, voilà, il est essentiel d'avoir ces numéros d'identification personnelle donc le système pour avoir un registre de population totale. Ensuite, nous avons l'identifiant pour les registres corporatifs. Je vais vous donner quelques précisions, mais nous allons commencer avec l'objet et en particulier, ici, nous avons l'unité statistique spécifique des statistiques, nous et EU, et signifie unité d'entreprise, K1, type d'activité, et LKU, et unité d'activité locale en type.
Alors, pour les premières unités, nous utilisons le code BIN, le code d'identification corporative unique. Et nous avons également pour l'activité locale, le type de l'unité d'activité locale, nous avons également un chiffre qui est unique pour chaque objet. Ce sont Nous avons 8 chiffres et aujourd'hui, nous arrivons à la série avec 9 chiffres. Et il me semble que nous allons commencer à utiliser les 9 chiffres. Je ne sais pas si c'est en cours. Je vais vous donner des exemples quant aux variables, notamment en matière de classification. Des exemples importants pour les corporatifs, notamment le code d'activation, la classification industrielle homologuée. Ici en Europe, nous avons une version similaire, c'est le euh, NICE. NICE. Nous avons plusieurs acronymes en fonction de notre pays qui sont assez similaires. Ensuite, nous avons l'importance des certifications pour le côté corporatif. Nous avons un formulaire juridique, par exemple, pour les secteurs, des codes géographiques avec des municipalités, des codes nationaux. Le troisième, c'est l'adresse. L'adresse, c'est, cela concerne la municipalité. Nous pouvons savoir des informations telles que les rues, le numéro euh, des rues, et avenues, boulevards. Nous avons une vaste surface couverte et pour pouvoir avoir des données très granulaires. Ensuite, ici, il est important de noter que parfois, il peut y avoir des rues spécifiques avec des doublons de noms dans plusieurs municipalités. Il peut y avoir plus d'une rue Véron, par exemple. Et c'est un défi, bien sûr, car nous avons la même rue dans plusieurs municipalités. Il faut donc avoir une bonne qualité pour les registres. Il nous faut, dans ces cas-là, les coordonnées. Et les coordonnées, et au-delà du nom de la rue, ce qui rendrait la tâche d'identification dans les registres fort difficile. Ensuite, voilà les trois différents identifiants pour ces trois registres. Et finalement, un petit mot sur le recensement basé sur le registre de base. Comme vous pouvez voir ici, nous nous servons de trois registres pour faire notre recensement. Nous commençons avec le recueil des informations des registres des populations corporatifs et ensuite des bases. Nous, nous organisons les statistiques de toutes ces régions. Et pour vous donner un exemple pour l'emploi, nous avons la déclaration de revenus où nous pouvons voir le code PIN avec les informations ventilées par salaire, fiche de paie, le lieu de travail ou le revenu de la personne. Vous pouvez vous servir de ces informations. Donc, encore une fois, on articule ces trois registres de base pour avoir des statistiques et qui sont utilisées pour le recensement en général. Je vais sauter cette diapositive et je vais aller directement à celle-ci où je peux vous montrer euh, pour la pièce manquante qui était pour nous lorsque nous avons fait nos derniers recensements basés sur les registres, c'était en 2011, et il nous manquait les registres et des cartographies. Et nous avons donc des idées d'avoir un nouveau registre et des, et des informations et des cartographies avec la municipalité.
Nous avons eu l'appui des propriétaires. Et pour ce registre, il était, pour ces registres d'immobilier, il a été essentiel d'avoir ces informations euh, qui allaient s'articuler avec les autres registres. Donc voilà ma dernière diapositive. Et ici, vous pouvez voir le, le travail que nous avons eu avec les fournisseurs de données. Comme vous pouvez voir, nous avons c'est un processus statistique qui fait collecte des données, dissémination des données. Ensuite, nous transformons les données administratives en données statistiques. C'est un processus qui était fait avant par le fournisseur de données, mais ils ont maintenant l'objectif de collecte des données, de traitement des données, d'analyse des données, ensuite de dissémination des données. Alors, donc, il est donc très important pour nous d'avoir ces données administratives avec des métadonnées pour qu'on puisse se servir des données et générer justement des données à partir de la collecte des données collectées et avec et ensuite procéder à la dissémination. Voilà pourquoi il est très important d'avoir les métadonnées. Alors, et je me tourne donc vers mon collègue. Oui, j'espère que vous pouvez m'entendre. Oui, je vous entends très bien. Oui, oui, nous vous entendons très bien. OK. Très bien. Ce serait donc parfait si vous pouvez continuer à contrôler les diapos. Et j'ai aussi quelques animations dans mes diapos. Merci beaucoup aux organisateurs de nous donner cette opportunité de vous parler de notre système de registre avec une perspective d'architecture. Je pense que votre présentation était plus spectaculaire que la mienne avec ce que nous avons au cœur de ce système d'enregistrement de registres. J'aimerais commencer par décrire un petit peu comment notre organisme statistique Suède fonctionne, en particulier sur les aspects d'entreprise. Parce que les capacités de gérer ce type de registre, c'est une de nos capacités particulières. Je vais présenter deux, trois diapos qui vont décrire dans un premier temps l'architecture d'ordre général et des aspects plus détaillés ensuite que je vous présenterai sur ce qui peuvent être utilisés dans le cadre de ce système de registre. J'espère que vous pouvez m'entendre. Je sais qu'il y a des travaux en dehors et j'espère qu'il n'y aura pas de bruit de fond. Non, c'est bon, il n'y a pas de problème, on vous entend bien. Très bien, diapo suivante, très bien. Dans cette présentation, je vais mentionner deux normes, deux normes en particulier, peut-être quelques mots sur moi-même. Je travaille comme architecte d'entreprise auprès de cet organisme de statistiques Suède, c'est de travailler je travaille beaucoup sur ces normes internationales et que notre système soit en conformité avec les normes mondiales. Dans mon contexte parcours précédent, j'ai travaillé beaucoup avec des comptes nationaux sur comment utiliser ces normes, les normes STMX, qui est des normes pour l'échange des données statistiques et de métadonnées, la norme DDI. Je pense que beaucoup d'entre vous sont familiers avec cette initiative de documentation des données, qui est aussi une norme importante. Nous avons aussi la norme GSIM, qui est notre modèle d'information qui nous permet de travailler en Suède pour faire quasiment tout ce que nous faisons dans la conception et nous sommes très dépendants sur ce type de modèle générique d'information statistique. Et bien sûr, nous nous appuyons également sur le GSBPM, un modèle générique des processus statistiques. Ce sont des termes
que j'utiliserai à plusieurs fois, à plusieurs reprises dans la présentation et je pense que vous êtes familier avec la plupart d'entre elles. Donc, diapo suivante. Qu'est-ce qu'on entend par architecture et pourquoi avons-nous besoin d'une architecture? Voilà, vous pouvez cliquer sur le bouton. Très bien. L'architecture consiste à créer un plan structuré avant le début de tout développement. Elle définit ce qui doit être fait, comment cela doit être organisé et garantit que tous les composants fonctionnent ensemble de manière transparente plutôt que de laisser les résultats au hasard. Je crois que cela saisit et synthétise pas mal de ce que nous faisons. On peut passer à la planche suivante. C'est une illustration. J'ai demandé à ChatGPT de générer en fait une image pour illustrer la construction d'une maison, sans plan directeur, sans plan. Donc, comment construire une maison sans avoir un plan? Et c'est ce à quoi cela ressemblerait. Tout le monde est frustré, tout le monde ne sait pas trop ce qu'ils font qui travaillent en fait sur le toit ou sur... Il n'y a pas vraiment d'ordre, il n'y a pas de discipline. Donc, ça, c'est pour la raison pourquoi l'architecture a un rôle à jouer. Donc, il faut avoir un plan. C'est l'architecture, n'est-ce pas? De commencer avec le sol, le premier étage et ensuite les différents niveaux. Donc voilà, c'est une illustration des raisons pourquoi nous devons nous appuyer sur une architecture lorsque nous développons et concevons un système de données. Je vais vous parler un petit peu plus à présent de le soutien pour les registres de base. L'architecture est essentielle lorsqu'un organisme statistique développe un soutien pour les registres de base et un système d'enregistrement, car elle garantit l'intégration, la circulation, la cohérence des informations, des processus opérationnels, des métadonnées et des systèmes informatiques. Sans une base architecture claire, les solutions risquent d'être fragmentées, ce qui entraîne des inefficacités, des incohérences dans les données et une mauvaise interopérabilité. Donc, c'est donc très important d'avoir ce type de plan, ce type de plan directeur, en fait, afin d'éviter les incohérences et parce que l'interopérabilité, c'est un des aspects essentiels dans notre registre, de pouvoir l'utiliser, le cadrer dans différents types d'activités et autres contextes. Nous pouvons continuer. Diapo suivante. Je vais un petit peu vous parler de l'architecture d'entreprise à présent. On peut s'arrêter là un instant. Une architecture d'entreprise, c'est en fait un plan directeur pour l'Office national des statistiques. Donc, l'image dans son ensemble et comment cela se retrouve et est compatible avec le travail d'un organisme de statistique nationale, avec l'objectif étant d'aligner l'informatique sur la stratégie commerciale, améliorer l'efficacité, réduire la complexité et soutenir la prise de décision, informer la prise de décision et la planification future. On peut passer à la diapo suivante. Donc, au sein d'un office national de la statistique, il y a trois catégories qui peuvent être constituées ainsi. Les capacités de gouvernance et de direction, c'est une de ces capacités dans l'organisation. Donc, comment vous traitez les questions des finances, par exemple, ou la collaboration avec les compagnies, c'est le niveau de la gestion, de la direction. Puis vous avez ensuite les capacités opérationnelles de base, c'est là que le travail purement statistique est réalisé dans la collecte des données, avec le prélèvement d'échantillons, etc., la diffusion de ces données dans le cadre de rapports internationaux par rapport à différentes normes que nous pouvons avoir ici dans un bureau, un Office national de la statistique. Et en bas, vous voyez les capacités de soutien. Et c'est généralement les services informatiques, la gestion de réseau ou ces aspects de cette nature. La diapo suivante. Nous allons maintenant regarder de plus près. À présent, à la diapo suivante, on va parler un petit peu de ce que définit une capacité. Donc, d'un aspect, d'un côté, vous avez l'organisation des individus qui travaillent au sein de cela. Vous avez ensuite la législation qui rentre en jeu, les lois, les réglementations, les règlements par rapport et par qui définissent ce que vous pouvez faire.
Il y a souvent une loi sur les statistiques, un code de conduite, ce type d'éléments de contrôle, de commande, ce que vous pouvez faire et comment vous devriez faire cela. À l'intérieur de cela, vous avez également les informations, s'il s'agit généralement d'une base de données, de disques durs de stockage, ou ça peut être toutes sortes de choses au sein d'une entreprise, en fait, toutes sortes d'informations qui sont nécessaires afin de réaliser ces capacités. Nous avons bien sûr des systèmes informatiques à l'intérieur de cela et nous avons les processus. Donc, ce que la capacité décrit, en fait, décrit les besoins d'une entreprise, ce qu'ils doivent être en mesure de faire pour atteindre ses objectifs. C'est en gros le cadrage, le cadre de cette capacité. On peut passer à la diapo suivante. Donc, à un moment donné, la gestion de statistiques Suède a déterminé que nous devions développer la capacité à gérer les registres de base. C'était la décision initiale et nous avons commencé à développer cela, comme Ulf l'a montré, avec le recensement ou faire la liste de toutes les bases de données qui peuvent être utilisées, qui peuvent être exploitées. Donc ça, c'est l'objectif ultime de notre capacité, de notre organisation. Nous pouvons passer à la diapo suivante, peut-être encore une fois. Et une de plus et vous pourrez vous arrêter ensuite. Voilà donc en gros notre capacité de gestion. Ici, à Statistique Suède, nous avons des données administratives qui sont les entrants. Nous avons des accords en place avec les différentes agences qui nous fournissent les informations. Nous avons ensuite l'organisation, la législation, les informations, les modèles d'information, les bases de données, les systèmes informatiques, les processus au centre de cela qui sont en place afin de créer ces registres de base. Comme je l'ai mentionné, que ce soit le registre cadastral des fonciers, celui du commerce ou de la population. Donc, ces capacités sont en fait assez importantes, impliquent beaucoup d'acteurs, de personnes, de systèmes, processus et données qui sont bien sûr très importants. Et on met l'accent encore une fois sur l'aspect juridique qui est à prendre en compte la protection des données privées dans le cadre de ces activités et dans le cadre et au sein de ces registres. Vous pouvez passer à la diapo suivante. Les deux prochaines diapos vont nous expliquer en fait les informations et le traitement des informations. La législation, l'organisation ne sont pas si pertinentes que cela, mais nous allons nous intéresser aux informations, les systèmes informatiques et les processus. Et nous pouvons passer à la diapo suivante. Les processus ici. Donc, les processus dont nous avons besoin au sein de cette capacité portent sur l'acquisition et l'intégration des données, les, les processus vis-à-vis de la collecte des données provenant de sources administratives ou d'enquêtes ou d'autres registres et intégration de celles-ci dans une structure unifiée. Nous avons besoin de processus qui définissent le nettoyage, l'épuration, la validation des données, la gestion des métadonnées, les liaisons, harmonisation, la gestion des versions, des changements, l'assurance qualité, la gouvernance. Et nous avons aussi besoin de quelque chose qui définisse l'accès et la diffusion, c'est-à-dire comment nous devons traiter les échantillons, comment les échantillons devraient être pris, de pouvoir exposer ces registres à une utilisation externe tout en garantissant les aspects de sécurité et de protection de données privées. En et la confidentialité. Pour tout cela, vous avez besoin d'une expertise méthodologique en matière de registres statistiques pour la réalisation de tous ces processus afin de créer ces registres de statistiques qui soient acceptables. Pour passer à la diapo suivante. Donc, de manière typique, ce que nous faisons à Statistique Suède, nous avons tous ces processus afin de sécuriser et de maintenir cela au bon niveau. Les cases jaunes, ce sont les types d'informations que nous devons traiter. Une autre case ensuite d'informations qui ressort de cela. Donc, c'est une modélisation typique de ce traitement de ces données.
Et je suppose que c'est assez important quand nous parlons de documentation, parce que si les personnes arrêtent de travailler à Statistique Suède, il nous faudra avoir des bonnes documentations sur comment les choses doivent être faites et comment nous faisons les choses. Documenter les différents processus est donc est essentiel, de sorte que nous puissions vraiment euh, être cohérents. Et il joue un rôle important par rapport à l'architecture entreprise, d'avoir toutes ces documentations en place et d'avoir toutes ces orientations. Donc, la diapo suivante. Nous avons ici maintenant le modèle d'information, donc avec la norme GSIM et la norme DDI. Nous n'avons pas utilisé cela dans la conception de notre modèle d'information par rapport à la création de registres. Je ne crois pas qu'ils existaient à l'époque. Je pense que nous nous sommes appuyés sur des normes précédentes, Normatel, Neuchâtel, qui était la norme précédente, sur comment nous avons défini ce système. Et aujourd'hui, nous développons le système pour la gestion de bases de données autour de ces normes STMX ou DDI. Il existe un grand nombre de sources en accès libre disponibles sur différents projets par rapport au registre des entreprises, par exemple, qui sont très intéressants. Mais à l'époque, à Statistique Suède, lorsque nous avons créé ce système de base de registre de base, c'était les normes actuelles et les sources à accès libre n'étaient pas au niveau mûr à l'époque. Et donc, je dirais que dans l'ensemble, cela se base sur GSIM qui présente beaucoup de bon sens. Et je pense que c'est ainsi que nous avons développé nos modèles d'information par rapport à cela. Et ça, c'est un point très important, que vous disposiez de bonnes informations, de bonne documentation pour toutes les données qui se trouvent au sein de votre système de registre et dans la génération de celui-ci. Diapo suivante, s'il vous plaît. Voilà ici le type de système de plateforme informatique qui sont nécessaires à la production de registres de base. Bien sûr, il nous faut une forme de système de collecte de données pour pouvoir avoir une validation précoce des données qui viennent de sources administratives, de sorte que nous puissions saisir les erreurs le plus tôt possible, les erreurs évidentes, et ce aussitôt que celles-ci sont produites. Donc, il faut avoir un bon système de collecte de données. Il nous faut aussi des plateformes d'intégration et de traitement des données qui soient de bon niveau. Il nous faut avoir des systèmes de gestion des métadonnées. Et ici, je dirais à Statistique Suède, nous avons développé nos propres systèmes de métadonnées, mais aujourd'hui, il existe des alternatives que vous pouvez utiliser. Donc, vous n'avez pas à tout reconstruire ainsi. Par vous-même, vous pouvez vous appuyer sur des sources à accès libre ou il y a d'autres possibilités qui existent. Il nous faut des plateformes de stockage et de gestion des versions de données. C'est très important d'avoir un appui par rapport à cela pour les différentes versions des données. Et il nous faut également des outils d'assurance qualité, de validation, des systèmes d'analyse et de traitement statistique par rapport à ce que, lorsque nous faisons, par exemple, il nous faut un logiciel, une forme de logiciel qui nous permette de réaliser certaines de ces actions. Des plateformes d'accès et de diffusion. Lorsque nous faisons des rapports sur les recensements, nous appuyons STMX ou d'autres formes de rapports de recensement de données. Et bien sûr, il faut avoir une infrastructure de sécurité et de gouvernance à la hauteur, de pouvoir respecter être en conformité avec les cadres juridiques par rapport à la protection des données et autres aspects. Et je pense qu'on peut passer à la diapo suivante. Et à la fin, ici, je voudrais insister sur le fait que l'utilisation de toute forme de normes est une bonne idée pour baser votre solution sur ce type de normes. Je dirais que le système de statistiques Suède se base beaucoup sur le modèle, la norme GSIM,
Lorsque nous avons développé cela, nous n'avions pas toute la dernière version qui existe maintenant depuis 2 ans. Je pense que nous avions une version précédente, donc il nous a fallu faire beaucoup de travail par nous-mêmes dans la conception de tous ces registres. Nous n'avons pas eu d'aide particulière à l'époque pour faire cela. Et je pense que ceci est en fait ma dernière diapo. J'espère que vous avez eu une bonne vue d'ensemble de comment Statistique Suède a développé son architecture entreprise et les capacités qui sont associées à cela et d'avoir pu expliquer l'importance d'avoir des capacités particulières au sein de votre organisation pour la manipulation et le traitement et la gestion de ce type de registre de base des différents aspects, l'information, processus, solutions informatiques, ainsi que les personnes qui travaillent justement au niveau de ces différents aspects. Voilà, c'était ma toute dernière diapo. Merci beaucoup, Patrick, pour votre présentation. Je pense que nous pouvons maintenant faire une petite pause et peut-être répondre à vos questions si vous en avez par rapport à nos présentations. Je ne sais pas trop comment nous allons faire cela. Est-ce que cela va être fait par le biais de la fonction chat? Je pense que c'est ce que les personnes devraient faire, de soumettre les questions dans le chat, dans la boîte de clavardage. Je n'en vois pas pour le moment. Nous pouvons également vous donner la parole si vous souhaitez prendre la parole. Veuillez nous le dire si vous voulez intervenir. Vous avez un commentaire, vous souhaitez poser une question, dites-le nous et nous vous donnerons le micro. Merci, Ulf et Patrick. Nous avons vraiment apprécié cette présentation sur les registres qui forment la base de cela. Vous avez mis en avant l'importance d'avoir des métadonnées en place et d'avoir établi des liens avec les systèmes à accès libre qui est au cœur de l'interopérabilité de vos systèmes de données. Mais je pense que Patrick a également partagé un petit peu sur l'architecture technique de vos systèmes et je pense que c'est un aspect très important. Je pense que c'est très utile pour nous tous que cela doit être, comment cela a été fait et qu'il y a beaucoup d'orientation pour trouver la meilleure voie possible. Je trouve cela admirable et je pense que nous pouvons tous bénéficier de cela et nous pouvons apprendre de votre expérience en s'en inspirant. Je ne vois pas de personnes lever la main ou de questions qui aient été posées dans la boîte de conversation. Est-ce que cela signifie qu'il n'y a pas de questions? Bien sûr, c'est possible également de poser des questions après la réunion. Vous pouvez m'écrire à moi ou à Patrick ou à Anton et nous ferons de notre mieux par rapport à cela. Donc, n'hésitez pas à prendre contact avec nous. Donc, n'hésitez pas à inscrire votre adresse email dans le chat par rapport aux aspects de numérisation ou d'autres aspects qui vous intéressent. Notre intervenant suivant va partager avec nous, Anton, qui est dans la salle avec nous aussi. Il va nous parler de comment ils approchent la qualité des données administratives. J'ai partagé son curriculum vitae dans le chat. Vous pouvez jeter un coup d'œil sur cela pour voir avec qui vous avez affaire. Et je vais m'arrêter là. À présent, je vous donne la parole. Très bien, merci beaucoup. Je sais que ma caméra est peut-être un peu floue, mais rassurez-vous, je suis là. J'espère que vous avez vu la présentation, que vous pouvez voir. La présentation, c'est aussi en mode présentation, donc c'est parfait. Merci. Je suis Anton Johansson, développeur commercial ici à Statistique Suède
et je vais faire cette petite présentation, discussion sur la qualité des données administratives. Mon contexte, mon parcours au niveau des statistiques a commencé au service des statistiques avec beaucoup d'entretiens, beaucoup de données ressortant de questionnaires et ces dernières années, je me suis plus intéressé aux registres et données administratives et je vois beaucoup de similarités entre ces deux domaines. Et c'est la raison pourquoi je voulais vous parler un petit peu aujourd'hui de l'importance de la collaboration et de la curiosité. Collaboration, à la fois Ulf et Patrick ont mentionné l'importance de la collaboration. Et je vais partager à présent des exemples pour parler de cela. La qualité, c'est quelque chose que nous développons ensemble, mais qu'il faut garder la perspective humaine sur comment les collaborateurs travaillent et comment nous pouvons collaborer avec d'autres dans cet espace. Et c'est là que la curiosité permet de stimuler l'amélioration. Et j'espère que vous trouverez une certaine inspiration et des réflexions par rapport à cette présentation. Donc, parlons, qu'est-ce qu'on entend par données administratives? Ça peut être pas mal de choses. Donc, voilà une description de Eurostat, l'organisme européen des statistiques. Les données administratives désignent les unités et les données provenant d'une source administrative. Elles sont collectées à des fins d'enregistrement, de transaction et de conservation des données, généralement lors de la prestation d'un service par la source administrative en question. Elles ne sont pas collectées principalement à des fins de recherche ou de statistiques. Elles comprennent des données de registres administratifs avec des identifiants uniques dans certains cas et les données de transactions administratives. Les données sont conçues pour répondre à un objectif, mais cet objectif n'est souvent pas d'ordre statistique. Les données administratives sont un concept assez large, peut inclure des registres bien structurés dont nous avons déjà un petit peu parlé dans le cadre de cette présentation, et cela peut inclure des registres qui sont utilisés par de nombreux acteurs différents. Il y a aussi des données administratives qui, en elles-mêmes, n'ont pas vraiment de valeur pour les créateurs. Ce sont des produits dérivés d'un processus administratif. Par exemple, si nous obtenons des données sur quelles sont les transactions d'un magasin de détail, cela n'est pas nécessairement intéressant pour vos statistiques. Ce qui est important, ce qui vous importe, c'est d'avoir les paiements qui soient corrects, qui soient justes et corrects. Mais comme nous l'avons vu, et je pense que beaucoup d'entre nous ont de l'expérience à cet égard, c'est que l'utilisation des données administratives présente des opportunités évidentes, réduire les coûts, la charge de réponse comparée aux questionnaires traditionnels. La production peut être plus rapide, la couverture peut être large et pouvoir avoir une plus grande granularité riche en détails. Mais bien sûr, il y a aussi beaucoup de défis de pouvoir considérer les problèmes de qualité potentiels possibles. Et si nous travaillons avec différents prestataires de données, il peut y avoir un manque de normalisation entre les fournisseurs de ces données. Dans la génération statistique, qui doit être traité d'une manière ou d'une autre. Il peut y avoir aussi des barrières, des obstacles d'ordre juridique ou d'ordre d'accès. Et également, comme on peut le voir dans la présentation de tout à l'heure, il y a aussi quand vous travaillez dans ce domaine, dans ce type de bureau, il y a une nécessité de disposer de systèmes de production robustes pour la récupération et la gestion de ces données. Il y a souvent beaucoup de données qui parviennent à nos organisations, donc il faut pouvoir les traiter de manière sûre et sécurisée. Revenons un petit peu sur l'aspect de qualité. Comme nous le savons, les données administratives sont conçues afin de répondre à un objectif, mais cet objectif n'est souvent pas d'ordre statistique, donc il faut avoir des précautions par rapport à comment nous exploitons ce type de données à des fins secondaires ou statistiques. Donc, d'autres questions ressortent de cela. Donc, comment savoir si une source de données administratives est adaptée à des fins statistiques?
et c'est ce que nous devons explorer. Donc, si nous commençons nous, de parler de ce à quoi nous sommes habitués, donc des cadres de qualité, lorsque nous parlons de statistiques, nous avons ici le Code de bonne pratique de la statistique européenne. Il y a bien sûr d'autres cadres définissant la qualité que vous pouvez adopter, mais très souvent, ils sont similaires par rapport à ce qu'ils présentent. Mais généralement, lorsque nous parlons de qualité de statistiques, nous nous focalisons principalement sur les résultats, les différentes dimensions qui sont mentionnées ici, la pertinence, l'exactitude, la fiabilité, l'actualité, la ponctualité, la cohérence, la comparabilité, l'accessibilité, la clarté. Mais ceci est le résultat statistique que nous cherchons à décrire aux utilisateurs. Mais lorsque nous travaillons sur la qualité des données administratives, ce que nous incluons dans la production statistique, ce n'est pas toujours si évident de considérer la qualité de ces résultats de la même manière. À la place, il faudra peut-être avoir un autre angle, une autre perspective par rapport à la qualité. C'est la raison pourquoi j'ai parlé de l'engagement vis-à-vis de la qualité, la méthodologie qui soit appropriée, rigoureuse, les procédures statistiques appropriées. Et ces principes peuvent nous guider sur comment nous évaluons et exploitons ces données administratives. Ceci nous rappelle que la qualité se centre sur les méthodologies que nous utilisons pour assurer la qualité. Et pour les statistiques, Patrick nous avait parlé des capacités que nous pouvons avoir au sein de l'organisation avec les processus, les systèmes informatiques. Tout ceci est fort important. Lorsque nous travaillons en matière d'assurance de qualité pour les données administratives. Alors, je pourrais dire que quelque chose de très important est de faire preuve de curiosité. La qualité commence avec la curiosité. Et si nous travaillons avec des données administratives, il faut se poser la question. Voilà des échantillons, voilà des exemples de 3 questions que vous pouvez utiliser. Mais bien sûr, il y a plusieurs différentes questions que vous pouvez vous poser et, et que vous pouvez poser aux autres. La première question étant, sur la gauche. Est-ce que les données, et quelles sont les données que je regarde? Et, il est très important, comme Ulf l'a mentionné, vous avez la documentation, les définitions, les variables, le code que nous avons du fournisseur de données. Il faut qu'elle soit lisible. Il faut comprendre les données que nous avons devant nous, à table. Et de l'autre côté, sur la droite, nous pouvons réfléchir à notre objectif de statistique et comment ces données administratives sont cohérentes avec notre objectif. Il faut penser aux échéanciers, aux jalons, à la couverture apportée par ces données. Et ensuite, la question plus importante en matière de curiosité que vous pouvez intégrer dans vos réflexions des données administratives étant qu'est-ce qui peut euh, fausser les informations, fausser ma compréhension. Et je pense des lacunes, des écarts. Qu'est-ce- Quelle est la qualité, le niveau de qualité d'assurance de qualité fourni, proposé par les fournisseurs et comment les données ont été générées de la part du fournisseur de données. Alors, en quelque sorte, il faut faire preuve de curiosité et se poser cette question et bien d'autres questions quant aux données que vous disposez, dont vous disposez pour que vous puissiez avoir un socle bien robuste en matière de qualité. Donc,
En travaillant avec travailler avec les données administratives va bien au-delà des données administratives. Cela passe par la coopération entre les équipes, les collaborateurs. Il faut avoir un dialogue très étroit avec les fournisseurs de données. Il faut avoir accès aux données, bien sûr, pour qu'on puisse comprendre comment et pourquoi les données sont créées. Et nous devons voir si le fournisseur a un intérêt à proposer une assurance qualité. Quelles sont les autres parties prenantes intéressées à la qualité d'assurance? Nous allons y revenir dans quelques diapositives. Donc, il faut coopérer avec les fournisseurs de données, mais également lorsque nous avons les données dans nos organisations, il nous faut coopérer lorsque nous explorons des données administratives. Et c'est un effort d'équipe. Par exemple, les utilisateurs en interne des données jouent un rôle très important car ils vont explorer de nouvelles sources, ils vont évaluer les sources existantes et il est très important également de noter que bien que nous travaillons dans les statistiques en Suède, et, nous devons toutefois être préparés à des changements qui pourraient arriver dans nos données et dans notre source de données. Alors, ce n'est pas parce que nos données ont été parfaites en quelque sorte depuis longue date que nous allons euh, arrêter ou baiser les standards d'assurance qualité que nous apportons aux données. Donc, le processus et les systèmes sont importants et ils sont d'une forte importance. Nous ne pourrions pas faire notre travail sans les données de haute qualité. Il faut reconnaître donc que la qualité est, est importante, mais également importante les personnes qui traitent les données. Alors, le processus nous donne une structure, un appui pour notre opération. Mais le travail d'équipe et les dialogues sont essentiels pour créer des données fiables. Et ce travail d'équipe au sein de l'organisation évolue et crée plusieurs capacités. Il faut travailler ensemble en tant qu'experts dans les domaines en matière de méthodologie des statistiques, production des registres, mais également maîtrise des systèmes informatiques. Car aujourd'hui, nous voyons que la quantité de données disponibles pour ces nouvelles sources d'administration est assez importante. Donc, pour pouvoir avoir un travail opérationnel, pour pouvoir intégrer les systèmes sécurisés, cela gagne de l'importance. Il faut donc évoluer, faire évoluer le cadre d'opération de nos données, le cadre de traitement de nos données. Et c'est important car nous allons apporter plusieurs perspectives quant aux données. Si vous avez davantage de personnes qui travaillent avec les données, il y aura plus d'opportunités pour faire preuve de curiosité avec des questions afférentes aux données. Donc voilà ce que nous avons fait aujourd'hui. Nous essayons de trouver des processus pour travailler, euh, pour rendre le processus et les connaissances humaines travailler d'une seule voix. Nous avons les métadonnées et l'ensemble des données qui sont des outils précieux pour qu'on puisse rendre des statistiques de haute qualité, mais il faut également reconnaître que les collaborateurs, les personnes vont se servir de ces informations pour créer des statistiques de haute qualité. Voilà la, la présentation quant au principe de la qualité.
centré sur la curiosité et la coopération. Maintenant, je me tourne vers quelques exemples des coopérations et curiosité. Et j'ai essayé de trouver quelque chose qui pourrait parler de parler au registre suédois pour les données des recensements. Alors, premier avant tout, euh, nous avons plusieurs registres intégrés dans notre recensement basé sur les registres. Et pour et Ulf, par exemple, on a parlé. C'était c'était la création de ces registres qui a rendu possible euh, l'utilisation d'un recensement à base basé sur les registres, où nous avons eu la participation de plusieurs parties prenantes, notamment pour la création du registre en soi, mais également pour s'assurer que, le registre des données administratives soit toujours mis à jour. Et bien sûr, cela demande les efforts de tous et chacun pour pouvoir matérialiser ces efforts. Alors, nous avons donc cette nouvelle articulation avec le registre de l'immobilier sur la propriété. Et, et voilà, c'est juste pour vous dire que les choses prennent du temps. C'est un exemple, par exemple, du registre de la propriété. C'était quelque chose qui s'est amorcé et en Suède depuis les années 1900, depuis longue date, depuis les années 90. Et, et nous avons tâché euh, pour maintenir ce registre. Et maintenant, nous avons un numéro unique pour intégrer dans ce registre de propriété et l'agence fiscale suédoise est responsable de l'enregistrement des personnes intégrées dans ces registres. Nous connaissons donc l'adresse de la personne intégrée dans le registre. Si vous regardez les chantiers, c'était dans les années 90 que la décision a été prise de créer une méthodologie basée sur les registres et, et créer ces registres. La création de ce registre a été votée en 2010. Cela a pris quelques années pour construire juridiquement ce registre. Et ensuite, l'enregistrement, l'entrée des données dans le registre a pris un an et nous avons pu faire le recensement en 2011. Alors voilà les choses qui prennent du temps. Je voudrais juste vous donner quelques exemples, un peu de justification. Pourquoi cela a pris si longtemps? Ici, comme vous pouvez voir, ce sont des maisons. Et les bâtiments peuvent avoir une allure très différente, comme vous pouvez le voir sur la diapositive. Il y a plusieurs niveaux. Alors, au rez-de-chaussée, nous avons les portes d'entrée, les différents types de bâtiments. Et il faut trouver un moyen de trouver un système pour donner un numéro d'identifiant à chaque propriétaire. Je ne sais pas si vous pouvez le voir sur la diapo, et ce n'est pas vraiment important, mais vous avez deux maisons sur la gauche et celle en haut. Vous avez quatre portes et en bas, il y a un petit mur euh, divisant. Alors, il y a plusieurs règles donc à suivre pour les propriétés. Il fallait comprendre
il fallait que les agents immobiliers puissent comprendre ces informations. Ils étaient censés d'intégrer ces informations peaufinées, granulaires, pour qu'on puisse avoir le droit d'avoir ces informations. Alors, c'est là un potentiel à des erreurs de qualité, comme vous pouvez l'imaginer. C'est a pris du temps et des efforts, la création de ce registre. Voilà. Donc, vous avez déjà vu cette diapositive, mais je voulais y revenir car il est important pour nous de comprendre qu'est-ce qui évolue en matière d'utilisation des données pour des statistiques. Chez ces statistiques Suède, nous nous trouvons sur la case grise où nous avons le registre des propriétés, le registre des populations. Et cela ne peut pas impacter la qualité car cela relève des propriétaires, des bailleurs, des autorités locales, des municipalités. C'est à eux de faire suivi de ce registre de propriétés. Vous pouvez utiliser le lien sur nos registres. Et sur la droite, nous avons l'agence fiscale, le ministère des Finances, qui doit enregistrer la bonne personne au bon numéro. Donc, euh, assurer une bonne qualité des registres. Alors, et comme vous pouvez voir sur la planche, nous avons un intérêt au Centre de statistique Suède, mais également les autres acteurs ont un intérêt pour garder ces registres à haute qualité. Par exemple, les autorités locales, elles souhaitent utiliser ces données pour la planification des villes et les agences fiscales souhaitent savoir l'adresse des personnes car voilà comment ils vont payer leurs taxes, leurs impôts. Et euh, lorsque vous travaillez avec des sources de données administratives ou que, vous pouvez voir, si vous êtes le seul à avoir un intérêt, bien sûr, la responsabilité, c'est à vous d'essayer d'expliquer l'importance de la qualité. Si vous en êtes plusieurs à avoir un intérêt, vous pouvez travailler, bien sûr, ensemble. Donc, comme je l'ai dit, nous sommes responsables pour faire le suivi par rapport à quelles sont les résidences inscrites, enregistrées, et toute personne en fait est responsable de signaler cela auprès des autorités fiscales. Et bien sûr, les personnes peuvent faire des erreurs ce faisant. Ça peut être à la fois sans intention, vous donner le mauvaise identification de la résidence en question, ou ça peut être aussi intentionnel que vous voulez être enregistré à un endroit où vous n'êtes pas. Donc, comment éviter cela? Comme je l'ai dit, si vous avez un intérêt commun de maintenir une bonne qualité dans le registre, cela est plus facile à faire par rapport à l'assurance, qualité d'assurance dans la pratique. Voilà un exemple de comment les autorités fiscales travaillent par rapport à cela. L'année dernière, l'année dernière, par exemple, ils savent qu'il y a un problème quelque part sur comment vous vous êtes enregistré par rapport au logement, par rapport à votre résidence. Voyons comment ils ont procédé. Donc, ils ont procédé de manière proactive justement pour éviter des erreurs dans l'enregistrement des logements. Ils ont écrit une lettre dans les différents logements avec une autre personne qui habitait, qui indiquait, OK, je vais aussi m'inscrire comme étant résident de ce logement. Ils ont ensuite envoyé une lettre
Si quelqu'un venait aménager dans le logement qui devrait être mentionné, ils ont envoyé quelques 300 000 lettres dans les différents logements où ils avaient indiqué, ils ont demandé est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui habite dans le logement? Ils ont eu une réponse des 170 000 ménages et 13 000 ménages d'entre eux ont indiqué envoyer des informations aux autorités fiscales en disant que non, il n'y a personne qui a aménagé ici, donc il doit y avoir une erreur. Alors l'agence de taxes suédoise pouvait alors prendre des actions pour corriger les erreurs. Donc ça, c'était une manière d'éviter les erreurs. Et bien sûr, cela nous donne à nous des informations précieuses auprès de notre agence statistique de la Suède, dans quelle mesure les registres peuvent être précis ou incorrects. Quelques mots pour conclure. Garantir la qualité des données administratives, c'est quelque chose que nous devons faire ensemble. Cela commence avec la curiosité sur comment les données sont générées et comment celles-ci peuvent être améliorées. Cela nécessite un partage des responsabilités, une collaboration, un travail en équipe à la fois au sein de votre organisation, mais aussi avec les fournisseurs de données externes. Et la qualité commence toujours avec les personnes, les processus, les systèmes informatiques sont des outils très importants, mais c'est l'effort humain qui permet de veiller et garantir l'exactitude et la qualité. Donc, à nous d'évaluer en permanence à la fois les données administratives et les qualités qui, qui peuvent évoluer au fil du temps. Donc, encore une fois, travailler ensemble et la collaboration, c'est ce qui rend la qualité de ces données précieuses et réelles. Et je tiens à vous remercier que j'ai oublié de noter dans cette diapo. Merci pour votre attention et je pense que nous pouvons maintenant procéder à des questions-réponses. Merci beaucoup. Nous avons en fait des questions dans le chat. Je vais vous les lire et vous déciderez alors peut répondre cela. Une question de Sarah de Bureau des statistiques nationales du Kenya. J'aimerais en savoir plus sur les demandes et exigences en matière infrastructurelle et de compétences pour la production de résultats de données administratives en s'appuyant sur le recensement. Combien de temps cela vous a-t-il pris pour rétablir les capacités nécessaires en matière de compétences, de logiciels et d'équipements par rapport à l'infrastructure? Et quel type de conseils pourriez-vous donner aux bureaux de statistiques nationaux qui souhaitent suivre la même voie? Je vous donne la parole. Bien, c'est une question assez large, je pense. Nous avons fait cela depuis de nombreuses années et lorsque nous avons commencé ce travail, nous nous sommes appuyés sur des données administratives. Bien sûr, vous avez besoin à la fois de logiciels et d'équipements informatiques pour le faire. Mais il y a beaucoup d'outils qui peuvent être utilisés. Il peut y avoir des défis, comme vous l'avez mentionné, par rapport au stockage des données, comment celles-ci sont traitées et conservées. Mais je pense que les outils que nous utilisons actuellement, avec les données administratives, de même que les données ressortant de questionnaires de sondage, donc on s'appuie sur SAS et R, des outils informatiques dans la production de données, à la fois des données administratives, mais aussi les données de questionnaires. Donc ça, c'était une des questions. Concernant les compétences, je pense que nous travaillons en fait avec les mêmes personnes qui ont une expérience au niveau des statistiques avec les données administratives. Mais ça peut être une nouvelle manière de voir cela, de comment vous traitez les données. Mais au titre de contexte, je pense que vous pouvez faire beaucoup lorsque vous êtes qualifié, statisticien qualifié. Donc, beaucoup des offices de statistiques parlent d'avoir des scientifiques des données, bien sûr, qui peuvent être importants,
mais nous parlons de grandes données, les big data, de sites Internet ou autres, bien sûr. Cela représente des volumes conséquents de données. Donc, si nous revenons en arrière, nous avons utilisé les mêmes types de choses, en fait, avec, avec des statisticiens et des personnes qui savent traiter de métadonnées. Je ne sais pas, Patrick, est-ce que vous avez un autre élément de réponse à cette question? Patrick, vous êtes toujours là? Je ne sais pas. Je peux ajouter à ce que tu as dit, ce que Ulf indiquait dans sa première diapo, c'est l'importance de ces registres de base et que vous devez bien définir les objets que vous cherchez à, à- à extraire de cela par rapport aux données, par rapport aux populations, quelles sont définir les populations que vous cherchez à identifier dans vos registres de base. Et je pense que c'est une méthodologie statistique relativement de base par rapport à ce que vous recherchez et comment nous voulons établir les liens entre les deux. Donc, il y a pas mal de réflexions à avoir par rapport à cela. Parce que nous soutenons aussi beaucoup d'autres pays et c'est quelque chose qui peut être discuté avec des données basées sur un serveur. Dans les Balkans, par exemple, en Europe de l'Est, nous travaillons avec du personnel qui travaille sur cela depuis le début. Peut-être qu'il y a d'autres manières d'aborder cela, mais je pense que les statisticiens sont importants, qu'il faut avoir cette approche statistique pour pouvoir faire cela correctement. Donc, je ne pense pas que dans ce contexte particulier que vous ayez vraiment besoin de scientifiques des données. Peut-être dans d'autres circonstances, peut-être oui, peut-être vous avez besoin de scientifiques des données ou autres, mais pour des volumes de données plus conséquentes. Mais je ne pense pas. J'espère que nous sommes parvenus à répondre à votre question. Oui, je pense que c'est un bon départ. Comme vous l'avez dit, les participants peuvent vous contacter individuellement par la suite. Nous avons une autre question de Yvonne Alansveit de la Norvège. D'abord, il dit merci pour votre présentation excellente. L'an dernier, nous avons eu des commentaires qui disaient que la qualité de notre registre sur les solutions présentées des défis. Pouvez-vous partager quelques mots sur la confiance en général sur les nombres de population en Suède? Et enfin, pouvez-vous suggérer d'autres registres par rapport à ce que nous avons reçu des appels de groupes qui avaient une collecte de données plus conventionnelle pour compléter et vérifier les registres. Donc, merci pour la question. Je pense que nous avons la confiance de la part des personnes que nous desservons. Et il y a aussi, cependant, beaucoup d'immigration, de migrants qui peuvent ajouter un degré de complexité par rapport au calcul démographique. Peut-être qu'il en est de même pour la Norvège, où vous avez au moins un recensement par année. Parce qu'à un moment, on ne savait pas combien de migrants vivaient en Suède et donc en travaillant avec les agences de migration, de pouvoir coordonner le nombre de personnes entre le premier jour où ils arrivent en Suède ou ils vont ailleurs. Donc, il fallait avoir des chiffres spécifiques. Donc, on a fait une collaboration avec eux et il a fallu ensuite compter l- la population de la Suède en incluant ces personnes. Et donc, l'autre question portait sur les méthodes de collecte de données traditionnelles.
Je pense qu'il faut utiliser nos services avec une nouvelle perspective, parce qu'en fait, comment sont exploités par rapport à... On s'appuie beaucoup sur les services pour estimer le registre des résidents et je pense que nous pouvons faire cela de manière commune et je pense que c'est une très bonne idée de prendre cela en compte et de reconnaître cela pour valider la qualité sur le temps. Merci beaucoup pour cette question, cette observation. Oui, je pense que c'était en effet une question importante. Je vous invite à activer votre micro si vous souhaitez intervenir. Je pense que ce serait intéressant pour vous de partager votre propre expérience auprès de l'organisme des statistiques de la Norvège par rapport à la question que vous venez de poser. Vous m'entendez maintenant? Oui, on vous entend. Nous avons rencontré le même défi comme avec l'immigration, en particulier avec les personnes qui avaient des permis de séjour de courte durée et entre ceux qui avaient des permis de séjour pour de longue durée. Nous avons un système légèrement différent de celui de la Suède, dans le sens où si vous avez l'intention de rester en Norvège pour une période de plus de 6 mois, vous êtes alors inclus dans le registre. Et en Suède, je crois que c'est 1 an. Je crois que la Suède se fie au modèle des Nations Unies. Nous, ce n'est pas le cas parce que notre organisme de taxes n'ont pas adopté cette approche de 6 mois. Mais le défi que nous avons, c'est pour ceux entre 0 et 6 mois qui ont des droits de séjour sur le court terme. Avec le marché du travail, lorsque les enfants vont à l'école et qu'ils reçoivent quelques formes d'assistance sociale, mais ne sont pas comptabilisés dans la population officielle du pays. Donc, on a fait beaucoup de travail sur ces différents groupes ces dernières années. Donc, c'était similaire à ce que vous faisiez en Suède, juste pour dire, dans la création de systèmes de registres. Nous n'avons pas encore terminé. Il y a encore beaucoup de travail à faire et l'entretien est constant par rapport à ces données pour pouvoir avoir la bonne qualité que nous recherchons. Très bien. Je pense que nous pouvons collaborer sur cela avec les gouvernements de la Suède et ce serait important d'établir le registre afin de pouvoir inclure ces catégories de population qui restent en Suède pour plus d'1 an. Donc, je pense que nous pouvons apprendre les uns des autres et apprendre à coopérer sur cela. C'est intéressant de ce que nous pouvons apprendre en échangeant avec nos voisins. Donc, contactez-nous et peut-être que nous pouvons voir ce que nous pouvons faire ensemble à cet égard. Très bien, merci. C'est une bonne nouvelle. Donc, voilà. Merci à tous. J'ai vraiment apprécié votre présentation de l'organisme des statistiques de la Suède. Merci pour votre partage d'expérience. Nous sommes à court de temps. À présent, je vais voir si quelqu'un a une autre question. J'avais manqué une question qui a été posée par la suite, donc qui porte Tachidori du Bhoutan. Les registres de population, c'est quelque chose à quoi nous pensons depuis très longtemps. Si nous souhaitons adopter la même architecture que celle que vous avez adoptée, comment pouvons-nous collaborer avec Statistique Suède sur cela? Vous avez également parlé de faire le cadre d'échantillonnage de manière simultanée. Si les données administratives sont tellement robustes, pourquoi auriez-vous besoin de cela? Je suis juste curieux. Ce sont des questionnaires que nous utilisons de manière continuelle sur la main-d'œuvre de travail.
sur les conditions de travail, de pouvoir faire le suivi sur cela en collaboration avec l'Europe. Donc c'est pour ça que nous avons besoin de ce type de cadre pour la collaboration avec l'Union européenne. Nous avons aussi d'autres services de prélèvement de données pour ces différents aspects. Et je pense que nous avons besoin de cela. Peut-être que dans 15 ans, ce ne sera pas le cas, mais c'est ce dont nous avons besoin pour le moment. Comment nous pouvons collaborer? Nous avons une collaboration avec SEDA, avec des personnes de contact que nous avons par rapport à cela. Peut-être nous pouvons parler ensemble et voir comment nous pouvons vous appuyer pour travailler avec le même type d'architecture et peut-être sur deux aspects qui ont été mentionnés aujourd'hui. Donc, je pense que peut-être que vous pouvez passer par moi en tant que personne de contact et nous pouvons ensuite explorer comment nous pouvons vous soutenir par la suite, peut-être de nous-mêmes ou de la Norvège ou d'ailleurs. Donc, nous serions prêts à collaborer. Donc, Ulf, si vous pouvez partager votre adresse email dans le chat. La dernière question de Fernanda de la Colombie a posé la question sur cela. Nous travaillons sur la création d'un registre de logement, mais la couverture des données administratives est un défi. Serait-il possible de commencer avec les registres qui présentent une couverture modérée et peu à peu développer cela avec des registres plus courants et quel serait votre conseil par rapport à cela? Je pense que en matière de couverture, donc vous devez commencer avec quelque chose et voir comment vous pouvez explorer cela, étendre cela, pardon, plutôt qu'explorer et l'associer à d'autres sources. Ce type d'exploration. Donc, ma suggestion serait de commencer dans une direction et ensuite convaincre les autorités, le gouvernement ou autres parties prenantes à développer d'autres sources de données qui peuvent vous soutenir dans l'étendue pour étendre cela. Donc, ma suggestion serait de commencer avec quelque chose et ensuite essayer d'utiliser autant que possible cela. Très bien, donc une approche progressive, étape après étape. Et également, vous avez mentionné quelque chose d'important. Vous pouvez vous appuyer sur là dans le cadre de plaidoyer, parce que si vous travaillez avec quelque chose qui n'est pas parfait, cela peut être une source de motivation pour avoir de nouvelles ressources qui soient consacrées à cela. Et je pense que c'est une bonne manière, une bonne suggestion. Très bien, merci à tous. Nous arrivons à la fin de notre session à présent. Des très bonnes questions partagées ici dans le chat avec de très bonnes présentations de l'Office national des statistiques de la Suède. Et je vais maintenant rentrer à la maison. Je vous souhaite à tous une bonne fin de journée et que vous pouvez passer une bonne fin de semaine également. Et d'autres personnes au Bhoutan, je pense que vous devriez peut-être déjà coucher, mais merci d'avoir été présent avec nous pour ce programme. Merci beaucoup. Au revoir à tous et à toutes.